bonsoir chers amis internautes, très heureux de vous retrouver une fois encore sur votre émission Prime Sport. Après une longue pause qui s'est imposée à nous, nous voici de retour pour vous offrir encore de plus belles émissions sportives. Et pour cette rentrée, pour cette nouvelle rentrée, je reçois pour vous un confrère qui n'est plus à présenter. Il s'agit de Blaise Adampo de l'ORTB. Cher ami, bonjour. Bonjour cher ami, bonjour également, bonsoir également, je vais dire aux amis internautes. Alors pour ce soir, les grandes lignes qui vont meubler cette émission, nous allons déjà faire un bilan de la participation du Bénin et de l'Afrique en général aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous allons également faire un zoom sur les clubs qui représentent le Bénin en participant aux compétitions africaines de la CAF. Et en troisième lieu, nous allons parler également des grandes décisions issues de l'Assemblée générale extraordinaire et puis de l'Assemblée générale ordinaire de la FEBEFOOT, de la Fédération béninoise de football. À quoi devons-nous attendre pour la suite des compétitions nationales à partir de 2025? Et nous allons finir par analyser les débuts des grands clubs dans les grands championnats, ainsi dit, les 5 grands championnats, je vous l'ai dit, de l'Europe. Ainsi, pour planter le décor, nous allons commencer par faire un bilan sommaire de la participation du Bénin aux Jeux Olympiques. Cher ami, une fois encore, le Bénin a, pour ne pas citer le baron de Coubertin, a participé, comme le baron l'a dit, l'essentiel c'est de participer. Est-ce qu'il faut toujours continuer par participer? À quand nous, notre première médaille, le Togo à côté a réussi à glaner pour son histoire, au moins ne serait-ce qu'une seule, au moins une médaille, voilà, dans son histoire. On était un peu proche de glaner une médaille avec tous nos espoirs étaient d'ailleurs sur notre Guépard. Et malheureusement, en demi-finale, ce n'est pas une déception. Elle n'a donné que ce qu'elle pouvait. Qu'est-ce qui explique à chaque année, à chaque Olympiade, ces résultats mitigés du Bénin? Déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que pour être au JO, soit vous passez par le principe de l'universalité, ou soit par le principe de la qualification. Et donc, la plupart des athlètes béninois qui étaient présents aux Jeux Olympiques, à l'exception d'Odila Ronwanou, sont tous passés donc par le principe de l'universalité. Quand vous passez par le principe de l'universalité, vos chances de médaille sont déjà amoindries. Et donc, la plupart des autres athlètes face auxquels vous serez confronté véritablement, c'est que la plupart de ces athlètes se sont qualifiés à la base donc des minima et on connaît donc très clairement donc leur ranking avant donc les Jeux Olympiques, avant d'entrer dans la compétition. Donc il n'y a pas forcément de quoi être étonné du niveau de nos athlètes. Et donc à partir de là, c'est qu'on peut se dire que la route est encore longue pour le Bénin, parce que en allant chercher par exemple une qualification pour un athlète béninois qui à la nage par exemple, c'est que si l'athlète se qualifie directement, c'est que globalement il sait exactement quelle est sa position dans le ranking, il sait exactement quel effort il doit fournir pour vraiment se surpasser. Et donc quand c'est comme ça, c'est qu'on ne doit pas être étonné. Maintenant, l'autre chose par rapport à Odila Ronwanou, c'est que avant donc sa demi-finale, elle s'est retrouvée très clairement dans une série où c'était difficile. Faudrait pas que les gens prennent ça mal, mais c'est qu'elle se retrouve quand même avec d'autres athlètes qui ont un bon du monde. Pas forcément les meilleurs du monde, mais un meilleur chrono qu'elle. Un meilleur chrono qu'elle. Donc globalement c'est ça. Maintenant le deuxième aspect, c'est la façon dont elle doit aborder. Elle a abordé sa course dans cette demi-finale. À un moment, elle se retrouvait complètement seule en tête avant de se faire dépasser par les autres athlètes. Et donc, c'est comment tu arrives à gérer ta course. Elle a mal géré sa course
en demi-finale, ça, elle a clairement dit qu'elle n'a pas suivi les consignes de son coach. Et donc, à la fin, c'est qu'elle n'arrive pas à passer en demi-finale. Mais après elle, c'est qu'il y avait d'autres athlètes qui se sont qualifiés donc, pour les Jeux Olympiques par le principe de l'universalité. Je veux parler notamment de Didier Kiki, qui a couru donc, pour le 100 mètres. Il a fini troisième de sa série. Oui. C'est déjà très bien de finir troisième d'une série avec également un chrono, même si là, il n'a pas battu son propre record personnel. À part lui, je crois qu'il y a à la nage, Alexis Padé, qui lui était à ses premiers JO, comme Iona Douillet également, qui était à ses premiers JO. Les deux ont battu leur record personnel. Donc c'est déjà ça aussi. Les Jeux Olympiques vous permettent de vous surpasser vous-même, de battre votre propre record, d'établir un record national. Et donc, Iona Douillet, Alexis Padé ont essayé d'établir des records au plan national en battant leur propre record personnel. Maintenant, vous avez le judoka qui était présent. Je veux parler de Valentin Winator. Oui. Alors, beaucoup ne vont pas comprendre pourquoi est-ce qu'il est vite éliminé. Quand vous êtes peut-être 83e mondial et que vous affrontez le 13e au plan mondial, c'est que vous ne pouvez pas passer de suite. Il y a déjà un gouffre entre les deux. Il y a une grosse différence entre les deux. Je me rappelle les JO de Tokyo qui devaient avoir lieu en 2020, mais qui se sont donc déroulés en 2021. Oui, à cause de Covid. Je crois que Celtus Dossu-Ovo, le judoka béninois qui était là-bas, dans sa confrontation, dans son combat, avait affronté le numéro 2 mondial, le numéro 4 mondial, si je m'en souviens très bien. Il a été très vite éliminé, donc après c'est une affaire de ranking, et avant de pouvoir être au niveau de ces athlètes qui se sont classés parmi les meilleurs à ces Jeux Olympiques, c'est de longues années de travail, c'est des participations aux différentes compétitions qui se déroulent dans national et notamment international pour aller décrocher les qualifications. Mondiaux, les ligues. Quand on parle de judo par exemple, c'est qu'il y a les grands slams, les mondiaux de judo. Il n'y a pas d'athlète, il n'y a pas de judoka béninois à ces compétitions. Et donc, pour pouvoir passer dans le classement, c'est qu'il faut multiplier les compétitions, il faut aller chercher les qualifications à chaque fois qu'il y a des compétitions. Et dans ça, c'est qu'il faut des moyens financiers, mais également matériels. Et quand on parle de moyens financiers, c'est qu'il faut mettre à disposition de l'athlète le financement, il faut des billets d'avion, il faut des frais pour le logement, parce que les compétitions ne se déroulent pas sur le continent africain, c'est soit en Asie, c'est soit en Europe, soit sur le continent américain. Donc, ces athlètes sont obligés de faire avec ce qu'ils ont. Et c'est surtout en ça qu'ils sont pénalisés. C'est là le gros problème. Donc en réalité, c'est aussi un problème de financement du sport. Vu ce qui est englouti dans le football, les autres sports, est-ce que c'est le résultat de ce que ces sports sont un peu orphelins de l'accompagnement de l'État comme l'État le fait avec le football? Déjà, la première chose, c'est que quand une compétition est, je vais même parler d'un athlète, c'est surtout au niveau de la bourse que l'on constate surtout ça. Quand vous êtes un athlète professionnel, vous n'êtes plus accompagné par votre fédération. Votre fédération vous octroie une bourse, vous accompagne à travers une bourse. Le reste, soit c'est le gouvernement qui prend la charge de vous accompagner. On parle de Marie-Josée Talou, qui est l'une des meilleures athlètes aujourd'hui sur le 100 et le 200 mètres. Pour le compte de l'Afrique, parce que à un moment, le gouvernement la prend en charge. Elle ne s'entraîne même pas pratiquement en Afrique. Oui, pas en Afrique. Et si vous ne vous entraînez pas en Afrique et que vous avez besoin d'un cadre idéal, parce qu'en Afrique, surtout en Afrique subsaharienne, on n'a pas toutes les infrastructures nécessaires. Les installations, les conditions ne sont pas véritablement réunies. Et donc, il faut que l'athlète puisse aller faire ses entraînements ailleurs. Et pour ça, il faut des moyens, il faut du financement. Je parlais de Marie-Josée Talou, le gouvernement ivoirien lui met près de 250 millions, voire 400 millions de francs CFA chaque année
Et c'est voté comme ça, comme bourse, que le gouvernement ivoirien met à la disposition de l'athlète. Ici, le gouvernement essaie de mettre à la disposition de ces athlètes plus de 10 millions de francs CFA. Pour eux tous? Pour chaque athlète, notamment Noélie Yarigo et Odile Ahonwanou, pour les accompagner. C'est insuffisant parce que il faut, ces 10 millions de francs CFA ne permettent pas seulement voilà, déjà de s'entraîner, parce qu'il faut participer aux compétitions pour pouvoir chercher à avoir les minima, pour pouvoir être qualifié. C'est ça d'ailleurs qui a fait que Noélie Yarigo, elle a été voilà, médaillée. C'est cette place, cette médaille de bronze qui lui a permis notamment d'être qualifié directement pour les Jeux Olympiques. On aurait pu avoir Odile Ahonwanou également, qui est également une grande espoir donc, pour le Bénin à ces Jeux Olympiques. Malheureusement, même en remportant le championnat d'Afrique en heptathlon, ça n'a pas suffi pour obtenir le ranking. Malheureusement, c'est que pour ça, il faut multiplier les compétitions, notamment les compétitions majeures à l'international. On vous aurait déjà compris, c'est un moyen, c'est un défaut de moyens et aussi par ricochet, ça ne leur permet pas de s'exercer convenablement pour pouvoir postuler à des places que nous souhaitons. Et on pourrait dire généralement ou bien globalement, c'est le même problème partout en Afrique subsaharienne, où surtout les pays qui ont participé, les pays africains qui ont participé, 12 pays ont remporté 13 médailles d'or, 12 en argent, 14 en bronze, face à des grosses langues comme les États-Unis, la Chine par exemple, qui, à eux seuls, ne serait-ce que pour les médailles d'or, ont remporté 40 médailles d'or pour les États-Unis, 40 médailles d'or pour la Chine. On sait que les États-Unis, par an, c'est plus d'1 milliard de dollars de dotation pour la préparation des athlètes. Est-ce que l'Afrique... Où est-ce que nous en sommes? Pourquoi à chaque fois, à chaque Olympiade, nous sommes toujours à ces rangs là, dans la participation, dans le classement mondial? Déjà, la première chose, c'est que ces Jeux Olympiques qu'on a vu, l'Afrique ne pas remporter beaucoup de médailles par rapport aux Jeux Olympiques précédents de Tokyo 2020. Londres, par exemple. Où on a eu des Olympiades passées où on a vu l'Afrique vraiment briller. Mais faudrait également relativiser pour moi parce que vous avez aujourd'hui la mondialisation fait que beaucoup d'athlètes africains se sont naturalisés et donc en Asie, en Europe, même en Europe et même aux États-Unis, donc un peu partout. On a parlé du marathon féminin qui a été remporté par une athlète des Pays-Bas, mais qui est d'origine éthiopienne. On a vu également un autre des Pays-Bas, Abdi, qui est d'origine somalienne et qui a été naturalisé néerlandais. Donc, pour moi, de toute façon, ces pays ont compris qu'il faut venir piocher en Afrique pour venir chercher, pour pouvoir avoir des médailles. C'est déjà un point positif pour l'Afrique. Maintenant, l'autre point, c'est que aujourd'hui, la barre est assez égale pour toutes les nations. Les pays européens ont compris que les épreuves dans lesquelles on n'arrive pas à obtenir de médailles, il faut aller chercher ces athlètes qui sont spécialistes dans ce domaine. Et donc, c'est là on se retrouve aujourd'hui à voir l'Afrique peut-être diminuer en nombre de médailles, notamment dans les courses de fond, 10 000, 5 000, le marathon, également le 15 000 mètres. Mais globalement, pour moi, quel que soit le nombre de médailles que l'Afrique gagne, c'est qu'il faut toujours se dire que nos athlètes en Afrique n'ont pas forcément l'accompagnement qu'il faut pour pouvoir multiplier les entraînements, pour pouvoir forcément également d'un autre point de vue, des installations oui, ils ne bénéficient pas des installations adéquates, mais à côté de ça, ils ne participent pas régulièrement également aux compétitions. Ils sont obligés de faire avec les compétitions dans la sous-région et malheureusement, ça vient jouer après contre eux. Mais sur les courses de fond, on les voit un peu plus présents. On voit un athlète
qui doit par exemple faire de l'heptathlon n'a pas forcément les conditions réunies. Un athlète qui doit faire par exemple également le décathlon ou le triple saut est obligé d'aller en Europe, s'entraîner plusieurs fois et ensuite participer aux autres compétitions qui s'organisent, la Diamond League qui s'organise régulièrement. Et donc, c'est des compétitions pour moi qui vont permettre aux athlètes de pouvoir se mesurer à d'autres et de savoir que l'autre dans le ranking me dépasse de 2 secondes. Il faut que je multiplie les entraînements pour pouvoir le dépasser ou pour pouvoir venir vraiment à égalité avec lui. Donc, ce sont les entraînements dans des conditions adéquates, des entraînements dans un cadre sain et les entraînements également sur des infrastructures adéquates et la multiplication des compétitions qui vont à un moment permettre à l'Afrique de pouvoir remporter beaucoup de médailles. Maintenant, l'autre point, c'est que l'Afrique ne vient pas forcément avec beaucoup d'athlètes par rapport aux autres nations. La Chine, les États-Unis, vous avez la France. Vous avez également d'autres nations qui viennent vraiment avec un grand contingent. Et donc, presque toutes les disciplines. Dans presque toutes les disciplines. Donc, c'est souvent à ce moment-là, c'est difficile. Vous allez retrouver les athlètes d'un même pays en demi-finale, les athlètes d'un même pays en demi-finale dans d'autres. Comme les États-Unis souvent. Voilà, donc c'est difficile. En gymnastique, par exemple, on a les États-Unis. À la natation, on parle de Léon Marchand qui a remporté 4 médailles d'or. Il était presque seul à un moment. Et donc, il faut multiplier les compétitions et véritablement, à un moment, manger, déjeuner sur la même table que ces différentes nations. On vous aurait donc compris, Blaise, merci. Et nous allons donc enchaîner avec les clubs béninois. On fait un zoom sur ces clubs qui représentent le Bénin dans les compétitions africaines de la CAF. Et notamment les Amazones, les Aïnovi FC de Porto Novo qui ont vaillamment représenté le Bénin au tour préliminaire les qualifications pour la Ligue des Champions version féminine de la CAF. Ils ont battu là-haut Étincelle par un but à 0. Mais quel but qui leur permet d'ouvrir grandement leurs portes pour pouvoir accéder à la finale. Alors moi, je suis véritablement déjà content pour Aïnovi et je suis content pour le football féminin. Ce football féminin qui, quand ça, je crois, ça a débuté sur le comité, le nouveau bureau du exécutif de la Fédération béninoise de football. Je parlais de ce bureau présidé par Mathurin Descharcus. Il y a eu la toute première participation aux éliminatoires du mondial U20 où le Bénin a battu le Niger 6-7-1. Ensuite, le Bénin a battu le Niger au match retour à Porto Novo. Je crois j'ai pu couvrir cette rencontre, j'ai pu voir de quoi est-ce que ces filles étaient capables. Mais de l'autre côté, il y a un fait qui ne doit pas surprendre. C'est que le Bénin est en train de s'imposer dans le Conseil des Nations au niveau de l'UFOA B. De l'UFOA B d'abord. Notre sous-région. De notre sous-région. On a déjà vu les U20 être en demi-finale du tournoi des U20 dames, où le Bénin était en demi-finale. Le Bénin qui a battu la Côte d'Ivoire. Le Bénin qui s'est fait battre en quart de finale par le Ghana. On sait que le Ghana, c'est au-dessus du Bénin. C'est véritablement au-dessus du Bénin. Le Niger également au-dessus du Bénin. Même le Burkina Faso. La Côte d'Ivoire qui était au-dessus du Bénin. Aujourd'hui, le Bénin est passé devant la Côte d'Ivoire. Le Bénin est passé devant le Togo. Le Bénin est passé devant le Niger. À travers le match, la qualification d'Aïnovi, qu'est-ce que je retiens? C'est que le Bénin est en train de rivaliser cette troisième place avec le Burkina Faso. Mais Aïnovi, qui est en train de participer à cette compétition, ça n'a pas de quoi normalement étonner. On connaît cette équipe d'Aïnovi pour l'avoir suivi. Championne du Bénin. Championne du Bénin. Comment cette équipe a fini championne. Mais quand on revoit le tournoi de cette équipe, c'est 3 matchs, 3 victoires et des victoires par un but d'écart chaque fois. Il y a eu la victoire 2-1 face à l'Inter d'Abidjan, 2-1. Cette équipe d'Aïnovi était menée
Après, il y a eu la victoire face à l'AS Cosa du Togo. Oui. Et pour moi, c'est une équipe qui s'est réagi. Et face à l'équipe du Burkina Faso, AO Étincelle, c'est qu'elle a montré de la résilience avant de pouvoir faire mal à l'adversaire. À un moment où l'adversaire, c'était vraiment difficile pour l'adversaire de revenir à la marque à la 83e minute. Quand vous marquez un but dans une demi-finale comme ça, c'est que c'est difficile pour l'adversaire de revenir, de s'en remettre tout de suite. C'est un coup de massue. Mais la buteuse, moi j'aimerais quand même parler de la buteuse Yasmina Djibril. Oui, Djibril. Elle qui s'est révélée. La femme de match. Déjà, oui, c'est assez normal. Elle qui s'est révélée lors du championnat scolaire, la toute première édition du championnat national scolaire. C'était du côté de Lokossa ou plutôt à Plakoué, je me rappelle. Plutôt du côté de Grand Popo. Ouais, mais là, je m'en rappelle très bien, c'est du côté de Grand Popo. Et après cette compétition, elle a rejoint directement l'équipe U20 dames, coachée par Ozero Abdoulaye, qui lui a fait confiance. Ensuite, elle a eu également la chance de jouer avec la U17. Aujourd'hui, elle évolue avec l'équipe A. Elle a même joué donc plusieurs compétitions. Elle n'est pas seule dans le lot, parce que dans ce groupe avec les filles de Ainovi, que moi j'ai quand même la chance de côtoyer, je connais très bien la gardienne de but, elle vient de Djougou. Il y a également des filles qui viennent d'un peu partout. Je veux parler de la gardienne Sorakou. C'est un melting pot de talent. Oui, il y a du talent et elles ont aujourd'hui pris conscience que dans le football féminin, la CAF injecte assez de sous, assez d'argent. Et donc, si Ainovi aujourd'hui est qualifiée pour la Ligue des Champions, parce qu'il faut remporter la finale pour être en Ligue des Champions, version féminine, c'est que Ainovi est rassuré d'avoir au moins dans ses caisses plus de 350 millions de francs CFA. C'est déjà ça. C'est là, on dit l'argent est le nerf de la guerre. Elles se qualifient, c'est des sous qui rentrent dans leur caisse. Et c'est également un autre challenge pour les autres clubs béninois, parce que Ainovi a déjà créé l'histoire en étant en finale, mais l'histoire ne va pas. Elles ne vont pas chercher à arrêter l'histoire là. L'histoire serait de remporter le trophée et d'amener ce trophée au Bénin. Et grâce à ce trophée, d'être qualifié pour aller jouer la phase finale de la Ligue des Champions et de pouvoir affronter d'autres équipes. Une fois que vous êtes à cette compétition, c'est que vous avez de l'argent dans votre caisse. C'est déjà la chose la plus importante. Vous êtes également rassuré du challenge de vous confronter avec d'autres équipes. Avec ces sous, parce qu'avec ces sous que vous allez gagner, vous pouvez mettre en place des installations assez adéquates et pouvoir recruter également d'autres joueuses pour véritablement amener ce plus dans notre championnat, même si déjà on sait qu'il y a des Ghanéennes, des Togolaises qui viennent, même des Nigérianes qui viennent jouer dans le championnat. Ce n'est pas suffisant. Peut-être avec les sous qui seront peut-être remportés, gagnés par l'équipe d'Ainovi, on aura, pourquoi pas, d'autres grandes joueuses du continent dans le championnat national béninois, qui est en train véritablement de nous montrer de belles choses. Allez suivre un match de football féminin et vous allez constater que ce n'est pas le football féminin béninois qui avait démarré il y a 4 ans, 5 ans, où les scores, c'était des scores fleuves. Là, on n'a plus droit à des scores fleuves. On a plutôt droit, cette fois-ci, à des matchs vraiment serrés. Félicitations pour moi à Ainovi. Félicitations également aux dirigeants de Ainovi qui ont cru et qui mettent véritablement les moyens en place pour pouvoir jouer. Mais cette équipe de Ainovi est coachée par une dame. Ah oui, Toibat et Kifouli. Exactement. J'aimerais véritablement la féliciter pour le travail. Aujourd'hui, c'est la preuve que les femmes comme les hommes à la tête d'une équipe, ça peut se jouer de façon égale. Et les femmes également peuvent apporter le plus à ce football. Et avec les femmes, on voit que cette équipe d'Ainovi était coachée par un homme. Ça n'avait pas marché sur une période. Les dirigeants ont voulu de la femme, qui était bien évidemment adjointe de l'ancien coach. Coach et qui aujourd'hui dirige l'équipe. Félicitations à Ainovi. On attend et on prie véritablement pour que cette équipe d'Ainovi puisse remporter sa finale. Ce serait déjà historique et ce serait... C'est déjà historique qu'une participation pour la finale, même si c'est pour la zone B, c'est déjà, je pense, aucun club ne l'a... Non, aucun club béninois ne l'a encore fait. Ce qui est peut-être inédit
dans ce tournoi qualificatif pour la Ligue des Champions, c'est que tous les clubs qui étaient en demi-finale n'ont jamais joué donc cette demi-finale. Donc pour la première fois, la zone UFOA B va envoyer un tout nouveau représentant pour la Ligue des Champions entre Ainovi et Dolphins du Nigeria. On verra bien le vendredi prochain ce que va donner donc cette finale qui va se jouer à Bouaké. Vivement que nos Amazones reviennent à la maison avec le trophée et également la qualification pour la Ligue des Champions. Revenons aux hommes pour parler déjà de Coton FC. Coton FC qui participe au tour préliminaire de la Ligue des Champions et qui avait déjà fait un score nul et vierge avec l'AS Douanes de Burkina Faso. Coton FC reçoit l'AS Douanes à Cotonou. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce club pour pouvoir participer, pour pouvoir glaner sa qualification face à cette équipe? Ouais, il faut une victoire, c'est tout. Si vous ne gagnez pas et que vous perdez ou vous faites un match nul 1 ou 2-2, de toute façon, soit vous faites un match nul sans but, oui, et vous allez au tir au but, soit vous gagnez. C'est ça l'objectif pour Coton. Et Coton, pour moi, c'est le représentant béninois. Ainovi, on parlait de Ainovi qui a déjà fait un pas en étant même en finale. De l'autre côté, c'est que Coton a besoin véritablement de pouvoir passer un palier, de franchir un cap. Coton qui a toujours été éliminé au premier tour préliminaire donc de cette Ligue des Champions. Avant, on parlait de l'ASEC Mimosa qui était un tout petit peu, qui était vraiment au-dessus de Coton. Cette fois-ci, c'est l'AS Douanes. Est-ce que Coton va pouvoir passer? Mais au vu de ce qu'on a vu pour la manche aller... Lors de la manche aller, au vu de ce qu'on a vu, le contenu, est-ce qu'on peut espérer une qualification de ce club-là? On peut espérer. Déjà, c'est qu'au match aller, il y a eu des occasions. Ça manquait de réalisme, comme sur cette action que je suis en train de voir. Mais les deux équipes n'ont pas été avantagées par l'état de la pelouse. Et donc, ce n'est pas que l'état de la pelouse a empêché une équipe de jouer. Ça a empêché véritablement les deux équipes de développer leur jeu. Dimanche, on aura peut-être, comme nous sommes au mois d'août ici au Bénin avec la saison pluvieuse qui n'est pas pour tout de suite également, c'est que l'état de la pelouse peut permettre à ce que l'on puisse avoir du très bon jeu. Et c'est cela également, les coachs des deux équipes en ont parlé en conférence de presse d'après-match, que l'état de la pelouse n'était pas bon pour aider les deux équipes à développer leur jeu, mais que pour la manche retour, il y aura du beau jeu. Nous, on veut du beau jeu, mais on veut quand même une victoire de l'équipe de Coton, parce qu'une victoire de l'équipe de Coton va forcément permettre au Bénin d'éviter désormais, à partir de la saison prochaine, le premier tour préliminaire de passer directement au deuxième tour. Ce serait un grand pas qui sera fait. Franchi. Mais c'est des matchs pièges, surtout quand vous faites 0-0 à l'extérieur. Il faut maintenant accueillir chez vous, à domicile. Vous n'êtes pas un si grand club que ça. Il faut savoir gérer les émotions dans ce genre de rencontre. Et à un moment donné, il faut éviter... Être réaliste aussi. Oui, il faut être réaliste et éviter de commettre des erreurs. L'adversaire va vite en profiter, surtout quand on sait que l'adversaire sait qu'en cas de match nul, un but partout, lui, il est qualifié. Et en cas de 2-2, lui, il est qualifié. Donc, tout autre résultat qu'une victoire condamnerait donc l'équipe de Coton qui sera encore obligée de revenir à la case départ. Parlant des hommes également, nous avons le deuxième représentant d'Adjé FC qui participe au tour préliminaire de la Coupe de la Confédération CAF, qui nous a sorti la surprise, un très beau match à l'aller face à El Kameni, voilà, Warriors du Nigeria, où ils avaient marqué le premier but déjà dans les 28 minutes, dans la 28e minute, avant de se faire surprendre dans les toutes dernières minutes, à la 95e minute. Je pense, est-ce qu'au vu du match aller de Dadje, qu'est-ce que le match retour augure? Est-ce qu'on peut espérer une qualification de cette équipe? Bon, avant d'aborder la qualification déjà d'Adjé,
je vais y revenir. Mais il faut que, à travers ces canaux, on puisse quand même pousser un coup de gueule. Ah oui. Parce que vous êtes une équipe de Dadje. Est-ce que c'est des erreurs que nous commettons? Aujourd'hui, on parle du fait qu'on n'a pas des archives, on parle du fait que l'histoire des Dragons est là, mais la jeune génération ne connaît pas. Est-ce que Dadje FC est aujourd'hui capable de nous dire que dans 20 ans, même l'année prochaine, cette même équipe de Dadje serait également dans une compétition CAF? Cette équipe de Dadje a montré pour moi, les dirigeants de Dadje ont montré pour moi leur incapacité à prendre quand même un seul photojournaliste ou à prendre un photojournaliste pour pouvoir leur capturer des images qui vont peut-être rester pour l'éternité. Malheureusement, on n'en a pas. Malheureusement, le seul but en vidéo, ça a été pris avec un portable. On ne sait même pas qui a filmé. Une vidéo vraiment amateur. Oui. Alors que peut-être que l'année prochaine, cette même équipe de Dadje va chercher à avoir cette vidéo de son match aller pour mieux analyser peut-être comment il faut aborder le match retour. Et il se retrouve peut-être dans l'incapacité de pouvoir analyser son match aller. Pour moi, ils vont biaiser l'histoire. Et les générations à venir vont se poser des questions. Ça va rester comme un mythe. Ça va rester comme ça. Aujourd'hui, on parle des Dragons de Lomé, c'est qu'il faut aller fouiller. C'est véritablement ça. Moi, c'est déjà là mon coup de gueule. Maintenant, si l'équipe va pouvoir se qualifier ou pas, Dadje a surpris tout le monde en prenant un avantage très important. Oui, très important. Et pour moi, faire à l'extérieur face à une équipe du Nigeria, c'est très très encourageant. Et ça pourrait bien être la surprise. L'équipe de Dadje, comme on a vu l'équipe de Zaïre, on a vu même également l'équipe, je crois, d'énergie également qui avait joué même Yemba. Je ne me rappelle plus quelle saison pour le tout préliminaire donc, de la Coupe CAF. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que quand vous êtes en bonne posture comme ça, c'est que dans ce genre de rencontre retour, c'est qu'il faut marquer tôt. Il faut faire douter véritablement très vite l'adversaire parce que quand vous ne mettez pas de doute dans la tête de l'adversaire en marquant peut-être un peu tôt, et c'est qu'à un moment, vous risquez de vous faire punir. Et le but encaissé du côté du Nigeria montre clairement que en compétition CAF, dans ce genre de match, il faut être concentré du début jusqu'à la fin. Il faut commettre le moins d'erreurs possible. Et cette équipe de Dadje s'est fait punir sur un manque de concentration. Moi, à mon avis, quand vous jouez la Ligue des Champions, vous jouez la Coupe de la Confédération, il faut de la concentration, il faut dégager de la puissance, il faut faire douter complètement l'adversaire. Et pour l'instant, oui, ils ont réussi à faire douter l'adversaire, mais le match retour, peut-être que l'adversaire va leur trouver plus de failles. L'adversaire a peut-être filmé mieux la rencontre que l'équipe de Dadje qui ne l'a pas fait. Et l'utiliser à bon escient. Si ça arrive, ils vont avoir des regrets de ne pas avoir également eu les images, des archives qui vont rester déjà pour eux personnellement. Parce que c'est très important pour eux personnellement, mais ensuite pour la postérité, aujourd'hui Dragon, aujourd'hui Mogas, les Dragons de Lomé ont joué face au Gor Mahia du Kenya, oui. Éliminé en demi-finale de la Coupe des Champions. Et Mogas qui a participé au quart de finale. Au quart de finale également. Donc tout cela, c'est resté des mythes. On n'a pas des images. Comment on fait pour avoir ces images? Très difficile de les trouver. Et Dadje, aujourd'hui, on est au 21e siècle. On n'a plus normalement droit à cette erreur. Coton est parti à l'opposé avec un photographe. On a vu les images qui vont rester là pour toujours. On a vu également que l'adversaire de Coton a proposé, par l'adversaire, c'est plutôt un autre site malien qui a proposé le match. On a vu les images, mais aujourd'hui, incapable pour nous de juger le match du match de Dadje. On a juste entendu le résultat. Oui. On se contente de ce résultat, mais c'est des erreurs à ne pas commettre.
Décidément, Dadje FC n'est pas encore sorti de l'auberge puisque les ultras, pour les citer ainsi, les supporters fans, leurs premiers fans, ont une guerre avec le club ou le sponsor officiel, pour ne pas le citer, il s'agit de Soneb, la société des eaux du Bénin, et qui, dans un premier temps, a changé l'étiquette nominale du club de Dadje à Soneb Dadje. Et on est en train d'entendre dans les coulisses que puis ils veulent nommer maintenant le club Soneb Sport SA. Et ainsi, les ultras se disent qu'ils ne se retrouvent plus dans cette nouvelle étiquette nominale. Et ils ont décidé de boycotter la rencontre. Est-ce que sans un 12e homme, connaissant les ultras, puisque quand on parle de Dadje, n'importe où ils jouent au Bénin, il y a toujours des ultras dans des coins et recoins, même dans les hameaux, qui viennent pour ne serait-ce voir ceux-là qui représentent les Dadje. Vous voyez maintenant, est-ce que sans ces ultras-là, est-ce que ça ne va pas leur jouer un tour? Bon, déjà, moi je crois que pour changer même le nom du club, il faut passer en assemblée générale. Donc, légalement? Oui, légalement. Il faut, même si c'est ça, il faut passer en assemblée générale. La société sportive de Dadje, qui est donc la Soneb, n'est pas encore passée en assemblée générale. Moi, à mon avis, on n'a pas d'informations de toute façon. Et ce qu'on a vu de Dadje, c'est que l'équipe a joué avec le nom Dadje tout le long de la saison. Et le nom qui est envoyé également du côté de la CAF, c'est bien évidemment Dadje Football Club. Ça n'a pas changé. La preuve, c'est que dans la programmation des matchs, la CAF n'a jamais mentionné quelque part Soneb Dadje FC ou Soneb Sport SA. Donc, après, ça peut changer si il passe en assemblée générale et que c'est validé par toutes les parties prenantes. Mais pour moi, c'est le Dadje aujourd'hui représente le Bénin, tout comme Coton qui représente le Bénin. Pour moi, il faut aller au stade. Après ce match, que ça marche ou pas, il faut cette fois-ci s'asseoir. On ne va pas, pour moi, profiter de la situation pour tout de suite, pour qu'il y ait de la guéguerre. Certes, ça fait mal. Pour moi, ça fait véritablement mal que l'on puisse changer comme ça du jour au lendemain le nom d'un club. Mais changer le nom d'un club doit forcément passer en assemblée générale. Pour l'instant, il n'y a pas d'assemblée générale. Et donc, pour moi, les ultras, il faut qu'ils viennent au stade, rester derrière l'équipe. Et pourquoi pas profiter lors de cette rencontre pour faire passer le message. Il y a l'opportunité aujourd'hui, comme on le voit dans les autres stades en Europe, quand les ultras n'aiment pas une décision du club, on met des banderoles, on voit l'effet que ça fait. Qu'est-ce qui vous dit que s'ils font une banderole aujourd'hui et que ça passe en direct, ça ne va pas pouvoir interpeller directement les responsables. Les caméramans qui seront au stade ne vont pas s'en passer, ne vont pas louper de prendre ces images. Pour moi, les ultras, moi je leur demande tout simplement de venir au stade. Le match, il sera en direct sur les antennes de la télévision nationale le samedi pour le match entre Dadje. Et si ils peuvent venir au stade, qu'ils viennent. Après, s'ils ne peuvent pas venir, qu'ils soient en union de prière pour l'équipe et qu'ils restent également à la maison pour suivre le match. Mais le plus intéressant serait qu'ils soient véritablement au stade pour faire passer le message. Déjà, nous allons inviter tous les Béninois. Dadje FC, ce n'est pas seulement une équipe pour ce match. Ne serait-ce que ça, ce n'est pas uniquement pour représenter Dadje ou bien les Dadje, c'est pour représenter tout le Bénin à cette compétition. Et vous avez tout trouvé, la transition pour parler de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération béninoise de football, qui, au nombre des décisions, a décidé d'un retour de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à partir de la saison 2025-2026. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'on a compris que le format actuel ne nous amène pas loin et c'est pour ça qu'on est revenu à la case départ?
Non, pour moi, c'est pas forcément ça. Pour moi, c'est que finalement, le comité exécutif et les différents présidents de club ont fait un point et ont voulu ensemble revenir à la formule initiale de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. Parce que quand la formule qui a utilisée jusque-là était là, c'est qu'un club quitte directement à la D3 et se retrouve en D2. Vous savez, pour moi, oui. Aujourd'hui, c'est normalement la Ligue 1, c'est l'élite du football béninois. Ne vient pas en Ligue 1 qui veut. Mais qui peut. Mais qui peut. Et qui s'y bat pour être. Qui s'y bat pour y être. Qui s'y bat pour y être. Et il faut travailler dur pour s'y maintenir. Alors, si aujourd'hui on est en train de parler du Barça, du Real, du Bayern, du Milan, de l'Inter de Milan, de la Juve, c'est des clubs qui sont restés très longtemps dans l'élite de leurs différents championnats. Et donc, normalement, en revenant à cette formule, on verra véritablement, parce que c'est une affaire également de moyens. Vous passez également des paliers. Quand tu es en D3, tu te bats pour venir en deuxième division. Tu ne quittes pas directement la troisième division pour te retrouver en première division. Et c'est ce à quoi on assistait avec le format du championnat de ce championnat qui va prendre fin après juste cette saison. Et donc, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, l'autre chose pour moi que j'aimerais véritablement voir, c'est de voir le retour avec la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3, le retour de la Coupe du Bénin. Oui, cette Coupe du Bénin, qui est également une compétition très importante, qui permet également de jouer des matchs couperets ou même des matchs en aller-retour. Parce que ces matchs couperets vous permettent de vous mettre déjà dans l'ambiance d'un match de Ligue des Champions, d'un match de Coupe de la Confédération, et de vous préparer, de savoir qu'en cas de match nul, je vais jouer 2 matchs en aller-retour avec la règle du but à l'extérieur. Donc ils se mettent déjà dans cette peau, ils savent déjà à quoi s'en tenir avant d'aller jouer la compétition. On se forge un peu à l'intérieur. On se forge à l'intérieur. C'est ça l'importance de la Coupe du Bénin. Donc, pour moi, c'est bien, très bien d'avoir pris cette décision de revenir à la formule de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3. Maintenant, à la fédération de trouver un sponsor pour chacune de ces différentes ligues. Voilà, c'est aussi ça. Trouver un sponsor pour ces différentes ligues. Il y a une commission marketing à la fédération. C'est à elle de travailler, notamment pour trouver ces différents partenaires sur les différentes ligues. J'ai saisi la balle. Bon, parce que je voulais vous demander, avec cette nouvelle règle de retour à la case départ, est-ce qu'il faut tout condamner? Est-ce que la forme actuelle du championnat, est-ce qu'il faut verser le bébé et l'eau? Parce que ça permet quand même, pour cette forme actuelle, de ne pas trop dépenser pour les clubs. En matière de déplacement, ça limitait quand même les déplacements. Avec la nouvelle formule, un club sans moyens qui doit quitter, par exemple, Grand Popo pour, je sais pas, Tukuntuna ou Kandi. Alors pour moi, si c'est un club sans moyens, ce club n'a pas sa place. Sa place. Pour moi, c'est juste ça. Et on connaît la réalité des clubs béninois. Et normalement, avant de pouvoir jouer la Ligue 1, vous devez avoir les moyens. Vous devez avoir les moyens et comment dit-on il y aura un carré de charge avec un engagement que vous devez signer et montrer que vous disposez des moyens nécessaires tout le long de la saison. Oui, il doit normalement avoir une participation claire qui montre. Oui, parce qu'aujourd'hui, la plupart des clubs aujourd'hui sont passés sous la charge des directions des sociétés sportives. Oui. Donc, ces clubs ne doivent pas être incapables de pouvoir se gérer. Si vous êtes capable de pouvoir vous gérer, vous montrez votre bonne foi en justifiant au moins, et moi je crois que c'est là, normalement, la fédération doit normalement faire l'effort d'inviter tous les clubs à montrer, pour les clubs de Ligue 1, de Ligue 2, de Ligue 3, un certain montant qui est disponible pour que, qui sera normalement versé même à la fédération, pour que quand vous ne respectez pas
vos engagements. Une caution, en quelque sorte. Voilà une caution que la fédération se charge de pouvoir vous faire respecter cette décision. Et donc, pour moi, un club qui est en Ligue 1, c'est même ça l'importance. Quand vous êtes en Ligue 3, vous n'avez pas un budget de la Ligue 3 pour venir jouer la Ligue 1. Vous passez en Ligue 2, vous n'avez pas un budget de la Ligue 2 pour venir jouer en Ligue 1. Si vous êtes en Ligue 1, c'est que vous avez passé ces différents paliers. Votre budget a augmenté au fil des saisons, successivement, et vous êtes capable aujourd'hui de pouvoir faire des recrutements, de pouvoir former. La fédération est allée jusqu'à dire aujourd'hui que avant de jouer les matchs de championnat, de ces championnats pour les différents clubs, il y aura des matchs de catégorie d'âge. Donc, une équipe de Coton, par exemple, qui veut jouer face à l'Autopopo, on doit suivre normalement avant ça un match entre les équipes U17 de ces deux équipes. Donc, c'est comme ça. On parle aujourd'hui de l'Europe qui nous dépasse dans les compétitions de catégorie de jeunes. Avant de jouer un match de Ligue des Champions, l'équipe du Barça, si c'est le Real que le Barça doit affronter, les équipes de jeunes s'affrontent bien avant. Oui. Donc, on est dans un système où ça marche ailleurs. Et pourquoi pas chez nous? Certes, on n'a pas assez de moyens, mais faisons avec ce que l'on a. Demandons au club, si vous êtes en Ligue 1, justifiez que vous êtes capable de mettre à disposition 50 millions de francs CFA pour jouer toute la saison. Justifiez en Ligue 2 que vous êtes capable de sortir un budget de 30 millions au cours de la saison. Justifiez en Ligue 3 que vous êtes capable. Si vous êtes incapable de pouvoir justifier tout ça, on ne vous met pas là. Soit vous ne participez pas au championnat. Si normalement on a 5 clubs qui sont capables de pouvoir justifier ces fonds, on joue avec ces 5 clubs. Si on a 10 clubs, on joue avec ces 10 clubs. Ça voudra dire que les autres ne sont pas encore prêts et qu'il faut leur donner le temps d'être prêts. Vivement, les dirigeants de la fédération vous auraient entendu, et comme en France pourront créer la gendarmerie financière des clubs avec ce qui s'est passé avec lamentablement, c'est avec un pincement au cœur que nous avons appris ce qui se passe avec les Girondins de Bordeaux. Ils sont déjà dans les fosses, dans les méandres du club, et malgré ça, ils ne s'en sortent pas depuis là-bas. Si cette rigueur doit venir ici, je pense qu'il n'y a pas assez de clubs béninois qui pourront, comme vous l'avez expliqué, qui pourront résister. De toute façon, c'est qu'il faut que ça vienne. Parce que nous sommes dans un cadre professionnel. Le championnat sera désormais géré par la Ligue professionnelle de football à partir de la saison 2025-2026. Et comme c'est la dernière saison transitoire, on saura clairement, avec les propos du secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paki, que les 16 clubs qui seront en Super League seront directement en Ligue 1. Et quand on voit, c'est des clubs qui sont capables. Parce qu'à la fin, on a vu qu'en Super League, ça change véritablement. C'est une affaire de moyens. Et pour moi, on ne doit plus forcément être en train de parler du moyen à l'instant. Le gouvernement a mis en place le mécanisme. Avec le 1 millième le 1 centième de ce que chaque société sportive gagne. Si vous êtes une société sportive, vous avez comme bénéfice 1 milliard de francs CFA, vous injectez 100 millions au niveau d'un club. C'est pas impossible. Si une société sportive comme la SONEB met aujourd'hui 100 millions au niveau de Daguerre, on n'en parle pas. Si aujourd'hui Coton, on n'en parle pas, Lotto, on n'en parle pas. Il y a également d'autres clubs qui ont aujourd'hui des sociétés sportives et qui sont quand même là. Les Dragons de l'Ouémé, les Requins de l'Atlantique. Je ne veux pas parler de Bani Gansé, je ne veux pas parler d'autres clubs qui ont joué également la Ligue Pro, de Dynamo d'Aboubé. Donc, aujourd'hui, le problème ne doit pas se poser pour ces clubs. Si ces clubs, leur société sportive vient dire, nous on est incapable de dégager 50 millions et que la fédération a peut-être fixé là-bas à 100 millions pour les clubs de Ligue 1, ça veut dire que le club ne joue pas la Ligue 1. Ça va jouer la Ligue 2 ou la Ligue 3. Et donc, c'est à la fédération de fixer là-bas, pour les différents clubs, de voir compte tenu du paysage, combien ces sociétés sportives injectent dans les clubs véritablement, pour pouvoir fixer là-bas. Si un club est incapable de mettre cette barre pour la Ligue 1, on rejette ce club en Ligue 2. Si ce club est encore incapable de pouvoir mettre, trouver comme les fonds, les ressources nécessaires, on renvoie ce club en Ligue 3. Si c'est encore incapable de jouer en Ligue 3 avec les fonds, on laisse ce club. Et c'est ce qui est arrivé aux Girondins de Bordeaux. Il essaie de dégringoler. Le professionnalisme demande du sérieux et de l'organisation. Et c'est en étant mieux organisé,
en mettant du sérieux que l'on va pouvoir à un moment véritablement faire un dispatching pour ces différents clubs quand il y aura plus de ressources financières, notamment pour les droits télé, quand ça va arriver. Si on ne met pas du sérieux, les sociétés qui vont venir financer, les différents sponsors qui vont venir financer nos différents championnats vont se retrouver dans la difficulté parce qu'il n'y a pas une organisation sérieuse autour. Et moi, je demande clairement qu'il y ait de l'organisation autour. On a déjà vu les Abedi Pelé jouer dans notre championnat. Pourquoi ne pas voir d'autres grands joueurs revenir dans notre championnat, passer par ici? Et donc, c'est possible si on est organisé et si véritablement le professionnalisme dont on parle, il y a du sérieux qui s'y met et qu'il y a également autour une bonne organisation. Le retour de la Ligue 1, le retour à la Ligue 1, à la Ligue 2, à la Ligue 3 est une bonne nouvelle pour le championnat et ça doit également être une bonne nouvelle pour pouvoir lancer un appel de pied à tous les sponsors, à tous les partenaires qui ont forcément envie de pouvoir accompagner ce football béninois. Finissons donc par le début des grands clubs dans les 5 grands championnats européens. Déjà, le championnat anglais qui nous a encore montré un retour bon, même si c'est poussif, de Manchester City, le champion en titre face à Chelsea. Chelsea qui n'a pas démérité. Man U qui s'en est sorti à la dernière minute. Qu'est-ce que vous voyez déjà au vu de ces premiers matchs? Bien sûr, ce n'est que les premiers matchs, mais au vu des jeux proposés par ces différentes équipes par rapport à la saison dernière, ils se sont renforcés bien sûr, mais il y a également le fait qu'ils se sont fait déplumer. Oui, pour moi, le mercato n'est pas encore terminé. Il faut attendre la fin du mois d'août. Il reste encore 2 semaines par là. Et donc, c'est qu'il peut encore avoir beaucoup de changements dans certaines équipes. Comme à Manchester City, qui vient de recevoir Gundogan qui fait son retour. Donc, forcément, quand Gundogan revient forcément à Manchester City, c'est pas pour être réserviste ni rester au banc. Donc forcément, quelqu'un va perdre sa place. Soit Pep Guardiola va demander à un joueur de rester au banc. Ce joueur, si lui veut du temps de jeu, c'est qu'il va demander à partir. Donc forcément, des départs et des arrivées auront lieu dans les différents clubs. Il peut y avoir beaucoup de changements avant bien évidemment la fin du mercato. Parce qu'avant la fin du mercato, la plupart des clubs auront déjà joué 2, 3, voire même 4 matchs pour certains. Et donc, il faut pour moi attendre la fin du mercato. Voir véritablement l'ossature des différentes équipes. Mais globalement, dans certains clubs, c'est que ça ne change pas. On vient pour être champion, Manchester City, Manchester United, mais également Chelsea, même si City était un tout petit au-dessus de Chelsea aujourd'hui. Et donc, les Citizens qui ont donc remporté le match. C'est la première journée et entre la première et la 38e journée, voire 34e journée, au niveau de certains championnats, c'est qui a souvent de gros changements. L'autre chose, c'est que les gros changements interviennent souvent au niveau au mois de février ou au mois de janvier. Maintenant, à côté de ça, dans les autres championnats, le Barça, le Real et autres, c'est que ça vient, pour moi, ça vient de démarrer et ça ne pose pas de problème de voir ces équipes être en difficulté en début, mais elles rattrapent forcément le train en marche et reviennent de fort belle manière. Et donc, c'est pas encore terminé, ça vient de commencer. On attend. Et ce serait difficile de dire tout de suite qui sera champion, parce que c'est souvent difficile. Alors, merci donc Blaise, on vous aurait déjà compris. Nous allons attendre la fin du mercato le 31 août pour ces grands championnats européens qui vont clore leur marché de joueurs pour voir la composition de chacune des équipes, surtout le Real Madrid qui est attendu au Carrefour. Et bien vrai, ils ont remporté la Super Coupe d'Europe avec l'inoxydable Vinicius et avec le nouveau visage qui est venu, Mbappé.
Mais on sent que cette équipe n'est pas encore, ne joue pas sur ses aises. Il y a également le FC Barcelone qui a difficilement battu Valence. Donc nous allons attendre la fin de ce mercato pour pouvoir jauger de la capacité de chacun d'eux. Nous remercions toute l'équipe à la régie, Fital Amoussou et ses collègues. Merci, chers internautes, et à la prochaine.